Empire d'Andy Warhol. Alors, de nos jours, si vous avez vraiment envie de passer un petit moment en compagnie de l'Empire State Building, c'est très simple. Vous pouvez toujours vous brancher sur sa webcam officielle et vous en offrir une bonne tranche pendant le temps que vous voulez, et même pour l'éternité. Pourquoi pas? Mais pour applaudir l'Empire State Building dans le rôle principal d'Empire, le film d'Andy Warhol, c'est un petit peu plus compliqué. Il s'agit déjà de trouver un endroit où il est programmé, ce qui n'est pas si évident. Puis pousser la porte de l'échoppe en question, ensuite s'assurer que les 10 grosses bobines de 360 mètres de film 16 mm sont bien toutes là, prêtes à être projetées. Après, il suffit de s'asseoir et de regarder l'écran pendant les 8h05 requises. Voilà, l'Empire State Building, filmé entre 20h06 le 25 juillet 1964 et 2h42 le lendemain matin. On dirait que ça ne fait pas 8h05 ça. Ça fait 6h30. Mais c'est normal, Empire est toujours projeté au ralenti à 16 images par seconde, comme le sont tous les films muets de Warhol. Pourtant, le film avait bien été tourné à 24 images par seconde, avec une grosse caméra Oricon spécifiquement conçue pour enregistrer le son. Et c'était d'ailleurs l'idée au départ. On filme l'Empire State Building et on entend tout ce qui se raconte entre les gens présents au tournage. Mais ce qui s'est raconté n'a finalement pas été jugé très intéressant, alors il n'y a pas de son sur Empire. Résultat, le film le plus low-tech du monde. Muet donc, long, un plan unique, en noir et blanc, et sans action. Mais avec une guest star spéciale. Le temps. Oui, le temps, qui est la co-vedette du film. Puisque l'idée, c'était de voir le temps passer. C'est Warhol qui l'a dit. Son projet suivant, Warhol Bible, aurait d'ailleurs dû encore davantage permettre de voir le temps passer, puisqu'il devait durer 30 jours. On l'apprend grâce à cet article de Jonas Mekas dans The Village Voice. Dans Warhol Bible, il s'agissait de faire défiler les pages de la Bible, les unes après les autres, assez longtemps pour permettre aux spectateurs de les lire entièrement. Ah, au moins, dans la Bible, il y a de l'action. Et ça aurait pu un peu ressembler à ça. Mais on peut le regretter, Warhol n'a jamais mené à terme ce projet-là. D'ailleurs, qu'il n'y ait pas d'action dans Empire, ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, il y a l'apparition du crépuscule dès le début de la projection, et peu de temps après, le grand moment, l'allumage des lumières au sommet. Après, il est vrai que l'action à proprement parler se raréfie un peu. Mais justement, quelle joie de guetter le moment où cette petite lumière en dessous, là, va s'éteindre, ou pas. Ou surtout observer le clignotement régulier de la Metropolitan Life Insurance Tower, légèrement à gauche, un coup tous les quarts d'heure, et un coup par heure toutes les heures, comme pour un bon vieux carillon. Là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh bien, il est 9 heures. C'est d'ailleurs un coup de chance. Au moment du tournage, personne ne l'avait remarqué, ce clignotement. Mais ça tombe bien, parce que maintenant qu'on l'a repéré, c'est lui qui permet de le voir concrètement passer, le temps. Et puis aussi, en guise d'action, il y a tous les scratchs, tous les défauts d'émulsion qui animent périodiquement la projection, et surtout, on peut jouer à guetter des apparitions accidentelles furtives au changement de bobine, en réflexion sur la baie vitrée derrière laquelle était la caméra, particulièrement l'apparition de Warhol en personne au début de la 7e bobine, un peu après minuit. Mais Warhol n'était pas tout seul, donc, pendant le tournage. En fait, c'est Jonas Mekas qui tenait la caméra. Et Mekas a d'ailleurs raconté plus tard qu'il fallait admettre que il avait bien été le seul à travailler ce soir-là, pendant que les autres buvaient des coups et discutaient derrière, là-haut au 41e étage de l'immeuble de Time Life, d'où on pouvait profiter de ce point de vue unique sur l'Empire State Building, un point de vue qui n'existe d'ailleurs plus, la ville de New York ayant quelque peu évolué depuis. Parmi les autres qui buvaient des coups et discutaient derrière, il y avait un garçon nommé John Palmer. Et il avait obtenu de Warhol d'être crédité comme co-auteur. C'est vrai qu'il l'avait un peu mérité, puisque c'est quand même lui qui avait eu l'idée originale d'Empire, et l'avait proposé à Warhol, qui avait dit « Jolly good idea » ou quelque chose comme ça.
En plus, c'est sa maman, Madame Mary Palmer, qui avait avancé les 350 $ qui avaient servi à payer le développement du film. John Palmer a patouillé encore quelques années autour de Warhol. Il a co-réalisé, là aussi, un autre film intitulé prémonitoirement Ciao Manhattan, avec dans le dernier plan l'Empire State Building. Et puis il en a eu un peu assez, et il est parti dans le Pacifique faire du bateau et de la philosophie. Et si l'on en croit le site internet de sa fille Pénélope, il a l'air d'aller bien. Quant à Empire, on n'en parle plus maintenant, en général, que comme d'une œuvre d'Andy Warhol, et Andy Warhol seul. C'est logique, c'est son petit côté vampire. Vampire dans le cas présent. L'été du tournage, c'était l'été de la grande exposition universelle de New York de 1964, et à cette occasion avait été inauguré un nouvel éclairage pour l'Empire State Building, et il n'est pas exclu que tout soit parti de cette photo publiée dans le New York Times au printemps, photo qui pourrait être considérée comme le storyboard préparatoire d'Empire, tant le point de vue est identique. Et encore, il semble qu'Andy n'a jamais su qu'il y avait eu en 1941 un projet pour transformer le sommet de l'Empire State Building en bouteille de Coca-Cola géante. On n'a pas retrouvé les maquettes, mais il y a des chances que ça lui aurait plu, ça. Notons que ce n'était toutefois pas l'Empire State Building la vraie vedette de cette expo universelle de New York, mais l'unisphère, un gros globe terrestre métallique censé symboliser la paix et la compréhension dans le monde, et qui a inspiré un morceau à Dave Brubeck, pas son meilleur d'ailleurs, mais on s'est dit cette chronique manque un peu de musique, alors on va l'écouter. Voilà. L'unisphère est toujours là, dans le parc de Flushing Meadows, mais n'a toutefois jamais eu l'occasion de devenir le sujet d'un film pouvant être comparé à une érection de 8 heures. C'est la description enthousiaste que Warhol avait donnée de son Empire, dont la projection intégrale reste encore à chaque fois un événement. Toutefois, il existe aujourd'hui une façon simple, mais édulcorée, de se faire une idée d'Empire sans le voir vraiment. Regardez sa version Canada Dry. En l'occurrence, sa copie conforme, tournée une même nuit du 25 juillet, à la même heure, 20h, mais 48 ans après, en 2012, par Eric de Ringer, un artiste new-yorkais qui s'est fait une spécialité de recréer des œuvres d'artistes contemporains, dont, bien sûr, Andy Warhol. Empire de Eric de Ringer, même durée, 8h05, même cadrage, même bande-son, c'est-à-dire rien, mêmes événements au même moment, le crépuscule, l'allumage des projecteurs, la fin dans la quasi-obscurité complète, pendant une bonne demi-heure, mais il manque l'essentiel. Pas de défaut de pellicule, pas de tressautement, pas de rayures. Et puis, l'Empire a cette fois été filmé depuis un axe différent, depuis Brooklyn. Alors il n'y a du coup plus aucune trace de ce fameux clignotement qui marquait l'avancée du temps. Oh, et puis on peut aller du début à la fin en un seul clic, c'est quand même moins rigolo de voir le temps passer quand on peut l'accélérer soi-même. Tiens, mais quelles sont donc ces images montrant une construction aux aspirations architecturales davantage horizontales, mais disons un peu moins ambitieuses que l'Empire State Building? Eh bien, il s'agit d'un autre film intitulé Empire. Lui aussi composé d'un unique plan, lui aussi d'une durée de 8h05, et dont l'auteur est un artiste polonais appelé Michał Martysziowiec. Et on n'en sait pas beaucoup plus dessus, à part qu'à la différence de l'Empire d'Andy Warhol, on y voit se promener un lapin. Plus exactement, une lapine. Joséphine, elle s'appelle.